ce club, Lou Fritel. Bonjour Lou. Bonjour. Merci d'être là, journaliste politique chez Paris Match. Guillaume Ancel, bonjour. Merci également Guillaume d'être avec nous, ancien officier de guerre et chroniqueur de guerre, pardon. Merci également Guillaume d'être avec nous. On va évidemment revenir dans ce club sur les déclarations de Vladimir Poutine favorable à une trêve, mais avec quelques nuances. Une déclaration jugée incomplète par Donald Trump, manipulatrice par Volodymyr Zelensky. Alors va-t-on vers une paix durable? On vous posera la question. Et puis Sébastien Lecornu et François Bayrou ont reçu hier les parlementaires pour faire le point sur l'état de notre défense nationale, sur les menaces et sur la guerre en Ukraine. Quentin, Sébastien Lecornu s'est exprimé hier soir. Voilà, il était également sur France 2. On a écouté l'émission, on verra quelques moments forts. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde comme tous les jours l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Limoges, on retrouve Olivier Chaperon. Bonjour Olivier, merci d'être là, directeur éditorial de la Haute-Vienne, rédacteur en chef du Populaire du Centre. Vous consacrez, Olivier, une double page à une affaire d'escroquerie qui concerne un cabinet d'orthodontie. Et oui, c'est le plus gros cabinet d'orthodontie de Limoges qui ferme ses portes sans préavis, ce qui laisse sur le carreau 2000 jeunes patients, puisque la complexité elle est bien celle-là, au-delà de l'escroquerie, avec un arrêt maladie posé par le praticien sans préavis. Alors le cabinet était fermé depuis quelque temps, mais là il a officiellement annoncé qu'il se retirait. Alors bon, derrière toute cet embarras pour les parents qui se ruent aujourd'hui au cabinet pour récupérer le dossier médical de leurs enfants, il y a quand même quelques doutes, parce que le praticien en question était déjà sanctionné disciplinairement par l'ordre des dentistes à la fin de l'année dernière. Il est poursuivi par l'ordre départemental, par l'ordre national. Donc tout ça sent pas très bon. Il donne le signe de vie. Bon, en gros, ce qui se cache derrière, c'est certainement une pratique un peu douteuse de son exercice. On a recueilli le témoignage des parents qui nous indiquent tous que ce médecin a été très peu présent, en tout cas qu'il recevait assez peu ses patients et que ce sont ses assistants et assistantes qui faisaient une partie du travail. Alors ça pose évidemment problème, question sur la qualité des soins, sur cette pratique qui pourrait peut-être être illégale selon les termes qu'on pourrait y découvrir. Et puis ça laisse dans l'embarras 2000 familles. Alors c'est toujours un gros souci, parce que dans les territoires ruraux comme le nôtre, trouver des cabinets d'orthodontistes qui peuvent prendre en charge 2000 jeunes, c'est pas très facile. Et puis il y a certaines pratiques qui n'étaient pas forcément excellentes, avec des soucis notamment de qualité des soins. Donc ça fait l'effet d'une bombe aujourd'hui à Limoges, et c'est un peu la panique chez les parents. Oui, et du coup, on imagine la réaction des familles, Olivier. Alors oui, il y a la réaction des familles qui attendent, qui veulent éventuellement pour certaines se réunir en collectif pour porter plainte, parce que la justice va se saisir de ce sujet, c'est quasi certain. Bon, l'ARS et l'ordre des médecins et l'ordre des dentistes essayent de faire au mieux en proposant une liste d'orthodontistes qui pourraient accueillir les jeunes. Donc ça a vertu déjà à rassurer. L'ARS Nouvelle-Aquitaine s'est rapproché aussi d'orthodontistes de la région en proximité pour voir comment ils peuvent accueillir toutes ces familles, mais qui sont très, très en colère et qui risquent fort d'aller plus loin en demandant notamment des dommages et intérêts. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous. 2000 patients sur le carreau, c'est à la une du Populaire du Centre. Merci Olivier Chaperon d'avoir été avec nous pour ce club. On va passer à l'actualité, la guerre en Ukraine. Évidemment, avant de vous entendre, on va voir que 48 heures après Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine se dit pour une trêve en Ukraine, mais en prévenant qu'il restait des questions à régler. Donald Trump appelle à les régler rapidement. On va voir ça avec Flora Sauvage. Tout en accueillant à Moscou son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine a acquiescé du bout des lèvres à l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours, avancé par Donald Trump et validé par Kiev. Le chef de l'État russe refuse catégoriquement le déploiement de soldats de la paix européens en Ukraine, ajoutant que les prochaines étapes vers une trêve dépendront de l'avancée de ses troupes dans la région de Koursk. Dans ces circonstances, je pense qu'il serait très bon pour la partie ukrainienne de parvenir à un cessez-le-feu d'au moins 30 jours. Et nous y sommes favorables, mais il y a une nuance. Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé les propos de son homologue russe, en l'accusant de vouloir poursuivre la guerre. Nous avons maintenant tous entendu les propos très prévisibles et très manipulateurs de Poutine en réponse à l'idée d'un cessez-le-feu. En réalité, il prépare un refus dès maintenant. Poutine a peur de dire directement au président Trump qu'il veut poursuivre cette guerre.
À Washington, Donald Trump a qualifié les propos de Vladimir Poutine de très prometteurs, ajoutant qu'il fallait régler les modalités d'un cessez-le-feu pendant 30 jours, très rapidement. Guillaume Ancel, on a entendu hier les propos de Vladimir Poutine. Est-ce qu'ils incitent à l'optimisme sur une fin proche de la guerre ou est-ce que c'est de la manipulation, comme le dit Volodymyr Zelensky ? Le problème avec un théâtre de guerre, c'est que ça peut très vite devenir un théâtre des illusions. Et en fait, là, actuellement, on est en train de voir se dérouler une pièce de théâtre qui a été coécrite par Trump et Poutine. Bien sûr qu'ils vont l'accepter, puisqu'ils ont déjà un accord. Simplement, ils font durer un peu le spectacle pour montrer quand même qu'il se passe beaucoup de choses. Et donc, Poutine nous déclare « mais j'accepte cette trêve qui serait très bien, 30 jours, comme par hasard, c'est ce qu'a proposé Donald Trump. Simplement, j'y mets des conditions, ou plutôt j'y vois des nuances. Pardon, mais c'est assez grossier. En fait, ils ont déjà dealé, et on le sait depuis Koursk. Parce que Koursk, ce territoire qui avait été conquis par les Ukrainiens, qui était une véritable humiliation pour Poutine, même s'il n'y avait que quelques centaines de kilomètres carrés, Koursk est tombé à partir du moment où Trump a voulu imposer un accord. Pourquoi Koursk est tombé ? Parce que probablement que Trump l'a cédé à Poutine comme il a cédé sur tout ce que demandait Poutine. Donc Poutine va simplement faire durer le plaisir pendant quelques jours. Il ne peut pas aller trop loin parce que son objectif, lui, en termes d'agenda, c'est le 9 mai 2025, qui seront les 80e commémorations de la grande victoire de l'URSS, dont il est l'héritier, contre le nazisme. Et donc il faut absolument, pour que le 9 mai, tout ça soit réglé, qu'il puisse dire « j'ai une victoire ». Donc vous faites le calcul, il reste un mois et demi à peine, donc il va faire durer jusqu'à fin mars, le plaisir, et puis ensuite on aura une trêve. Pour moi, l'agenda est clair, et surtout, l'accord a déjà été donné. Et est-ce que cet accord, il se fait sur le dos de l'Ukraine ? Ah, très clairement. L'autre, Donald Trump, qui nous expliquait que c'était le champion de la négociation, en fait, il mérite le prix Nobel de la trahison. Je veux dire, il n'a absolument pas négocié avec les Russes, au sens où il ne leur a absolument rien demandé. Il a négocié, ou plutôt il n'a mis la pression que sur les Ukrainiens. On se souvient de cet épisode malheureux à Washington, où en fait il nous a bien montré que, en fait, il étranglait Zelensky. C'est d'autant plus ignoble que Zelensky était la partie la plus faible. Et donc, en fait, si sa manière de négocier, c'est uniquement de mettre la pression sur le plus faible, j'appelle pas ça un négociateur, mais un traître. Est-ce que du coup, il y a un risque que cette trêve, même si elle dure plus de 30 jours, ne soit qu'un moyen pour Vladimir Poutine de reconstituer une armée pour éventuellement attaquer d'autres pays par la suite ? Est-ce que c'est ça qu'il faut craindre ? En fait, à court terme, pour moi, la guerre 2022-2025 de l'Ukraine est terminée. Cette guerre-là, elle va être pliée dans les semaines qui viennent. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'intérêt de Poutine. Le risque, en réalité, n'est pas d'une troisième guerre mondiale, comme l'a dit Trump. Le risque, c'est ce qui va se passer dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Poutine a déjà annoncé qu'il allait consacrer un tiers de sa dépense publique. Vous imaginez, un tiers du budget de l'État à réarmer ses forces. Pourquoi ? Parce que l'armée russe n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Elle est un tout petit peu plus forte que celle d'Ukraine parce que l'armée ukrainienne vient quand même d'un pays qui est 5 fois moins grand que la Russie. Mais pour le reste, cette armée russe, aujourd'hui, serait incapable de s'en prendre à un pays européen. Par contre, dans 3 ans, avec un effort de guerre aussi important, là, la menace est importante. Et Lou, on entend Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu alerter depuis plusieurs jours sur cette menace que fait peser la Russie sur l'Europe et sur la France, mais ça fait débat quand même au sein de la classe politique. Ça fait débat parce que Emmanuel Macron, effectivement, ça fait très longtemps qu'il parle de défense européenne. Même certains de ses opposants saluent le fond de son propos. En revanche, la forme est vraiment décriée. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, depuis le Covid, on parle de guerre. Et ça fait un peu Pierre et le loup. Voilà, c'est ce qui revient auprès, dans les contacts que je peux avoir. C'est vraiment, à force d'avoir tiré la sonnette d'alarme, aujourd'hui, on n'a plus envie de l'écouter. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un d'affaibli au plan interne, ce qui fait que son propos international, même si le fond est vrai, important, ne peut pas porter non plus. Et c'est aussi un problème avec les partenaires européens. C'est-à-dire que c'est lui qui porte vraiment cette envie de faire évoluer justement la défense européenne. Mais les partenaires européens considèrent qu'ils ne peuvent pas compter sur ce président qui est affaibli, qui ne sera plus là dans 2 ans, qui n'a pas de majorité et qui subit les assauts d'opposition, parfois franchement hostile à une telle évolution. On voit la position du Rassemblement national, la position de LFI, c'est une position très souverainiste, c'est pas du tout celle qui vise à un élargissement européen et donc à un parapluie nucléaire français.
Et on l'a vu du coup hier, François Bayrou et Sébastien Lecornu ont réuni les parlementaires et Sébastien Lecornu, Quentin, par la suite, dans la soirée, il s'est exprimé sur cette guerre en Ukraine. Voilà, dans une émission qui s'appelait « La France face aux menaces ». Dans un premier temps, d'ailleurs, France Télévisions avait appelé ce rendez-vous d'hier « La France face à la guerre ». Mais c'est vrai que c'est toute la question depuis plusieurs jours. Quel est le niveau de danger de la situation actuelle pour la France, pour les Français? Justement, le ministre des Armées qui a eu une expression intéressante à ce sujet sur France 2 hier soir. Écoutez. Nous sommes une puissance nucléaire. Ça veut dire que nos intérêts vitaux sont défendus par la dissuasion nucléaire. Ça veut donc dire que la Russie, pour des pays comme la Grande-Bretagne et nous, cherche à contourner par le bas notre dissuasion nucléaire, c'est-à-dire réinvente une forme de guerre qui fait que nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes plus complètement en paix, et qui fait que ces menaces sont parfois moins perceptibles, plus invisibles, ce qui m'a souvent fait dire publiquement que désormais on peut être défait sans être envahi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher effectivement à guetter les chars. Vous pensez à la guerre hybride, vous pensez aux cyberattaques, vous pensez à quoi? Mais pas que, déstabilisation de flux migratoires de l'Afrique vers la France, guerre énergétique, capacité à mener des attaques cyber qui ne sont pas qu'informatiques. On va vous faire réagir à ce que disait Sébastien Lecornu, mais continuons sur un deuxième extrait, parce que depuis 2 semaines, la réponse à cette nouvelle donne internationale et aussi à tous ces soubresauts de la politique américaine de Donald Trump, eh bien ça a poussé les Européens à développer ce concept d'autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire une capacité militaire davantage indépendante et assumée par les pays du vieux continent. Il faut dire qu'en plus, on a vu des chiffres qui ont alerté ces derniers jours. Sur la période 2020-2024, les importations d'armes par les États européens membres de l'OTAN ont été multipliés par 2, c'est plus 105% par rapport à 2015-2019, reflétant le réarmement général en Europe en réponse à la menace russe. Sauf que maintenant, les États-Unis captent 64% de ces ventes, alors que sur la période précédente, c'était 52%. Problème donc, effectivement, les armes ainsi achetées peuvent faire l'objet d'une forme de contrôle de la part de l'administration américaine. Sébastien Lecornu, là encore, on a parlé hier soir. Écoutez un deuxième extrait. C'est évidemment la vraie question du moment. Alors pourquoi les Allemands achètent un F-35 américain et pas un Rafale de chez Dassault? La question s'est posée il y a 3 ans. Et pour quelle raison? Parce que c'est le F-35 qui emmène la bombe nucléaire américaine. On revient à cette question. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Derrière, il y a une transaction qui ne dit pas son nom, ou qui dit plutôt d'ailleurs de plus en plus son nom, entre sécurité d'un côté, fourniture d'armes de l'autre. Là, les États-Unis sont en train de dire autre chose d'ailleurs. On a besoin de nos armes pour nous-mêmes. On a besoin de nos capacités pour le Pacifique Nord. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État à la Défense américain. Cette question de l'indépendance européenne se pose dans de nouveaux termes depuis plusieurs semaines là. Oui, alors d'abord il faut insister sur un point parce que je trouve que notre ministre exprime des idées intéressantes, mais c'est tellement compliqué qu'on ne comprend rien. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes menacés. C'est simplement ça qu'il faut rappeler aux Français. Sinon, on est terriblement angoissés. L'expression « nous ne sommes pas en guerre, mais pas complètement en paix non plus », elle vous plaît pas? C'est une manière alambiquée de dire des choses simples. Le fait que nous soyons menacés fait qu'il faut qu'on pense largement à notre sécurité. Mais attendez, pardon Guillaume, parce que Sébastien Lecornu, il dit on n'est peut-être pas en guerre militaire, il n'y a pas de trouble, tout ça, mais on est en cyberguerre. Il y a des attaques numériques déjà de la part de la Russie. Il ne faut pas faire de confusion, ça n'est pas la guerre. Les gens sont inquiets autour de moi et me demandent à quel moment leurs enfants ou leurs frères vont partir avec un fusil sur le front en Ukraine. Pardon, mais c'est exactement comme quand le président nous expliquait qu'on était en guerre avec le Covid. Non, on voit qu'il n'a aucune expérience de la guerre. Ça n'est pas une guerre. C'est le mauvais registre, c'est le mauvais champ lexical. Oui, c'est un mauvais champ lexical. Pour moi, il faut rassurer les gens et en même temps nous mettre en face de nos responsabilités. On a un sujet de sécurité en Europe qui est évident puisque l'Union européenne, en réalité, n'a toujours été qu'un club de commerçants qui est là pour assurer notre prospérité et qui l'a fait remarquablement. Mais pendant 30 ans, on ne s'est occupé de rien d'autre que de notre prospérité. D'ailleurs, avant ce sujet-là, notre principal débat, c'était de savoir si pour les retraites, on mettait 1% de plus ou de moins. Donc on voit bien quels sont nos sujets de préoccupation. Ça n'est pas une critique, c'est une réalité. Avec la guerre en Ukraine et la guerre au Proche-Orient, on découvre que la guerre nous concerne et que ce n'est pas à nous de décider que ce n'est plus notre sujet. Donc maintenant, on est face à ce problème de réarmement. Mais là où je suis choqué, c'est que, alors je suis un ancien militaire, les politiques parlent de sujets militaires qu'ils ne connaissent pas, mais par contre, ils ne parlent pas de leur sujet à eux, qui est politique.
Parce que si réarmer, ça consiste à mettre quelques milliards supplémentaires dans 30 armées différentes, pardon, mais on n'y arrivera jamais. On n'est absolument pas dissuasif. La question, c'est est-ce qu'on construit un objet politique qui permet d'avoir un chef des armées, qui dirige, bien sûr, la manœuvre et qui ne soit surtout pas militaire. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait des États-Unis d'Europe avec quelques pays clés qui veulent se lancer, ou est-ce qu'on continue à alimenter, à arroser le sable en disant on va mettre un peu plus de fric dans 30 armées différentes. Je prends juste un dernier exemple. Si les États-Unis avaient 50 armées différentes, il y a 50 États, je ne compte pas encore le Canada, est-ce que quelqu'un aurait peur de l'armée américaine alors qu'aujourd'hui c'est la première armée du monde ? En fait, les Européens ont la deuxième armée du monde à condition qu'ils se rassemblent. Donc la question, c'est de se rassembler, c'est pas de foutre des milliards supplémentaires. Est-ce que vous pensez, Lou, qu'Emmanuel Macron, cette semaine, il a réussi à faire un pas dans cette direction, à convertir les Européens à cette autonomie stratégique et à la construction d'une défense européenne? Alors c'est surtout la semaine dernière quand Ursula von der Leyen a annoncé un plan de 800 milliards quand même dans une défense européenne. Là, c'était un pas en avant et là, ça signifie aussi un endettement commun. Un nouvel endettement après celui du Covid. Ça, c'est ce qui pose problème, effectivement, à une partie de la classe politique, les opposants d'Emmanuel Macron, LFI et surtout le Rassemblement national. Mais Emmanuel Macron, effectivement, est celui qui a initié ce pas en avant. Encore une fois, c'est son discours, c'est peut-être la seule ligne directrice de son mandat depuis 2017. C'est la construction européenne, c'est une souveraineté européenne. Ça peut paraître complètement... on a l'impression que c'est un oxymore, mais c'est vraiment la souveraineté européenne qui conduit l'action d'Emmanuel Macron. Le problème, encore une fois, c'est qu'il est inaudible aujourd'hui. Et surtout, ses positions vont être contrées aussi bien à l'Assemblée nationale que dans son propre gouvernement. Regardez la façon dont il a conduit cette communication avec Sébastien Lecornu. Ça a été très malhabile, dans la mesure où Sébastien Lecornu a profité d'une chose, c'est-à-dire que les ministres n'ont pas à faire relire leurs interviews, n'ont pas à demander autorisation à Matignon. Il a parlé à la tribune dimanche sans l'autorisation, sans en informer Matignon. Et résultat, François Bayrou a dû rattraper au vol cette réunion qui s'est déroulée hier soir. Et donc, ce ne semble absolument pas dans la boucle. Le problème, c'est que comme ce qu'on vient de dire, il faut une coordination européenne, mais aussi gouvernementale sur ce genre de questions. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, tendu, et ça fait peur aux Français. Le registre, effectivement, est très mal utilisé. Donc, d'avoir une divergence de voix et une divergence politique, même dans la façon d'informer les Français sur ces questions-là, c'est déjà un mauvais départ. Et Quentin, justement on peut... Pour prolonger ce que dit Lou. Oui, aller sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier. Effectivement, il y avait Jean-Luc Mélenchon dans l'émission d'hier. Il a fustigé cette course effrénée aux armements. Il a dit, si on commence à se surarmer tous, on finira par se servir des armes. Sur la suite, dans le dossier ukrainien, le leader de la France insoumise a parlé de garanties de sécurité mutuelle pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie. Écoutez donc Jean-Luc Mélenchon hier. Puisque les garanties de sécurité mutuelle, c'est le thème sur lequel je me suis battu il y a quelque temps de ça, ce qui me valait d'être considéré comme un défaitiste. Or, par définition, il faut bien que la guerre s'arrête, et la guerre ne s'arrêtera que quand les deux protagonistes auront le sentiment que les raisons pour lesquelles ils étaient entrés en guerre n'existent plus. Par conséquent, sécurité mutuelle. Oui, je suis partisan du fait que la sécurité de l'Ukraine soit garantie par l'ONU. Oui. Car moi, je crois au droit international. Guillaume Ancel, une réaction à l'ONU, les casques bleus déployés en Ukraine, c'est réaliste ? En fait, honnêtement, Jean-Luc Mélenchon se moque de nous quand il essaye de nous expliquer que la Russie a besoin de garanties de sécurité. Il n'y a aucun pays qui n'a jamais menacé la Russie, sauf, c'est vrai, l'Ukraine en envahissant 500 km² de la Russie. Je ne pense pas que la Russie ait eu le sentiment qu'elle allait être bouleversifiée par l'attaque ukrainienne. Par contre, Castro avait un avantage, c'est que ses discours étaient remarquablement écrits, on avait l'impression que c'était un long fleuve. Là, on a toujours la même litanie, on n'est absolument pas menacé par la Russie de Poutine, dont je rappelle qu'il le montrait comme une référence. Ça fait partie des gens qui nous ont masqué la réalité pendant 3 décennies. C'est que bien sûr, on a besoin de se réarmer. Pourquoi ? Parce qu'on est totalement désarmé. Parce qu'on a cru qu'on pouvait reposer sur une assurance vie américaine dont on voit que l'assureur est défaillant. Et que par conséquent, on est obligé de prendre en main notre propre sécurité. C'est ça le sujet. Mais par contre, si on le fait à 30 séparément, ça ne marchera jamais. Et donc là, la question, c'est que maintenant, il faut se regrouper
pour mutualiser le risque. C'est simplement l'Union européenne aujourd'hui, c'est plus un problème de commerce, c'est un problème de sécurité pour notre avenir. Est-ce qu'on veut les autres l'assurer pour nous ou est-ce qu'on estime que c'est notre sujet à nous? Lou, qu'est-ce que vous... Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais effectivement, en fait, il faut aussi se mettre vraiment dans un paradigme, c'est que ce sont des gens qui ont refusé la construction européenne pendant des années. Ils ne peuvent pas, de toute façon, accepter même le principe d'une construction d'armée européenne ou d'armée tout court, parce qu'effectivement, ça veut dire de l'impérialisme. C'est cette logique idéologique. Or, l'impérialisme, dans des partis comme celui de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas même envisageable. Et c'est pour ça que ce sont... C'est étranger à leur logiciel. C'est totalement étranger à leur logiciel. Et c'est aussi pour ça qu'ils se retrouvent totalement isolés sur la scène internationale, y compris dans des rassemblements de partis enfin, par exemple, Donald Trump ne parle pas avec Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que Donald Trump, il est dans une logique d'expansion, que ce soit du soft power ou du pouvoir militaire basique, ce qui n'est pas du tout la logique d'une Marine Le Pen. Donc nous avons vraiment une exception française sur ce sujet-là. Et la défense européenne, ou la défense tout court, c'est une part seulement de cette exception. C'est une part des signaux de cette exception. Et on a vu hier cette réunion avec François Bayrou, Sébastien Lecornu et l'ensemble des parlementaires réunis autour. Est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce que quand on entend les critiques qu'il y a eu à la sortie de la réunion de certains camps, ça peut affaiblir la France sur la scène internationale? En fait, ce qui est important, pour moi, c'est de nouveau de débattre, ou plutôt on n'avait pas fait depuis des décennies, donc c'est de débattre avec les Français de ces sujets de sécurité. Parce que notre société s'est complètement décultivée du problème militaire et de guerre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le prend en pleine gueule. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas qu'on nous parle de guerre. Alors pendant 3 décennies, notre seul sujet, c'était de savoir si on allait investir dans tel domaine ou tel domaine. Et du coup, c'est un choc pour les Français. Pourquoi ? Parce que 97% de la population en France n'a pas de culture militaire. La culture militaire, c'est pas marcher au pas. La culture militaire, c'est de comprendre de quels enjeux on parle. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre chez Autrement, parce que pour moi, il faut que le grand public se réapproprie ce sujet et qu'on arrête de croire que les militaires, si vous les interrogez, la seule chose qu'ils vous diront, c'est quel que soit le niveau de dépense, il leur faut le double. C'est un puissant fond. Ou que quelques politiques à l'Élysée décident seuls de ces sujets. C'est aux Français de décider ce qu'ils veulent faire. C'est aux Français de dire s'ils en ont assez de jouer dans un petit jardin, s'ils veulent être une grande puissance, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'Europe. Est-ce que, du coup, ça marche aussi pour les politiques, Lou ? Oui, c'est vrai que beaucoup de choses, en fait, pendant plusieurs années, effectivement, une trentaine d'années, notamment depuis l'inversion du calendrier, tous décidaient à l'Élysée, à Matignon. Le Parlement était une caisse enregistreuse. Et on voit les débats qu'on a eus à l'Assemblée nationale sur les questions, ou au Sénat sur la question de la guerre, sont quand même restés très en surface. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça prolonge le fait que les Français ouvrent les yeux sur la guerre, c'est le prolongement d'autre chose aussi. C'est l'absence de conscience de la mort depuis pas mal d'années. Le Covid, ça a été aussi ça. Ça a été le moment où les Français se sont rendus compte que oui, effectivement, la mort rôde. La mort est quelque chose de matériel, de factuel. La guerre réactive ça. Et c'est vrai que dans des puissances aussi prospères que la nôtre, c'est un dur retour à la réalité, mais c'est un retour nécessaire. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. On va faire une petite pause, un petit pas de côté. C'est vendredi, vous savez, le vendredi, on vous emmène découvrir notre patrimoine et on va aller dans la salle des congrès du château de Versailles à l'occasion des 150 ans de la Troisième République. Elle a ouvert au public en février dernier et Cécile Cixous y est allée. C'est peu connu, mais derrière ces grilles, le château de Versailles, ancienne résidence des rois, cache un lieu historique de la République. Frédéric Lacaille, l'un des conservateurs du château, détient les clés de l'un de ses sites emblématiques, la salle du Congrès. Cet hémicycle de plus de 1000 places a été construit en 1875, en quelques mois pour marquer les débuts de la Troisième République. Mais avec ses grandes colonnades et ses rois soleils, son style est d'inspiration monarchique. Cette République n'est pas sûre de durer totalement, à ce moment-là encore, en 1975. Et finalement, on est encore dans un peu un entre-deux, avec un décor qui est presque encore un grand décor du Second Empire, finalement, qui n'est pas très différent des grandes constructions du Second Empire. Jusqu'en 1879, avant que l'Assemblée nationale ne s'installe au Palais Bourbon,
il a fait office de chambre des députés. Puis l'hémicycle versaillais est devenu un lieu exclusif de réunion entre députés et sénateurs qui s'y retrouvent tous les 7 ans pour élire les présidents de la République. L'élection se passait ici, c'est-à-dire que tous les députés et les sénateurs défilaient à tour de rôle sur la partie basse du perchoir, posaient leurs bulletins de vote dans l'urne. Les bulletins étaient dépouillés un peu plus loin, près de l'appartement du président de l'Assemblée. Et ensuite, on annonçait ici, on proclamait le nom du président de la République avec applaudissements des assemblées. Et il faut penser aussi qu'au balcon, au premier balcon était installée toute la presse et au deuxième balcon, toute la société du tout Paris, les invités du corps diplomatique qui étaient là. Enfin, c'était un grand moment social et mondain. Un usage conservé dans les institutions de la Ve République. Aujourd'hui encore, les deux chambres s'y réunissent pour les adresses du président aux parlementaires ou pour les révisions constitutionnelles. La dernière en date, il y a un an, a consacré l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Depuis le 15 février, cette aile secrète du château a ouvert ses portes au public et les visiteurs sont ravis. Là, on nous a proposé de visiter cette pièce qui est merveilleuse. C'était le moment, donc voilà. La politique me passionne et en ce moment, il y a tellement de choses que, voilà, au plus près déjà des monuments, c'est déjà pas mal. Car contrairement aux idées reçues, ces lieux de vie politique intéressent particulièrement les visiteurs. Les gens sont tout à fait satisfaits de découvrir les espaces qui sont des lieux où se décident en fait les lois de la République. Finalement, je pense que c'est quelque chose qui les attire et ils sont ainsi au plus près du fonctionnement, si vous voulez, des institutions de la République. Pour le moment, l'aile secrète du château est uniquement ouverte à un public français, mais pourrait s'élargir aux étrangers. Et voilà pour ce reportage. On regarde comme tous les jours avant de se quitter ce qui est à la une de la presse régionale. Et Quentin, on commence par les incertitudes autour de la réponse de Vladimir Poutine sur la trêve. Voilà, tout ce qu'on s'est dit depuis le début de ce club, c'est aussi à la une de la presse régionale. Le président russe qui s'est dit favorable à la trêve proposée par les Américains et acceptée par l'Ukraine, mais il pose donc de nombreuses réserves. C'est ce qu'on lit maintenant dans la dépêche qui explique que Vladimir Poutine reste avec des questions importantes à régler, qu'il faudrait peut-être en discuter avec Donald Trump. C'est ce qu'il a dit hier dans le Courrier Picard. On lit par ailleurs que l'armée russe progresse très vite sur le front. Hier, les Russes ont revendiqué avoir repris la petite ville de Soudja, principale conquête ukrainienne dans la zone depuis l'été 2024. Autre guerre, elle est commerciale avec les annonces de droits de douane américains ciblés sur le vin et le champagne français. Voilà, cela inquiète dans plusieurs régions de France. Journal de la Charente qui titre sur le cognac. Cela revient à être banni des États-Unis, dit ainsi un professionnel de ce secteur. D'ailleurs, hier, le président du MEDEF était en visite en Charente. Dans Var Matin, on lit alerte rouge sur le rosé. Trump aboie les vins varois tous, écrit également le journal. On lit cette phrase, si on passe à 200%, on range les bouteilles et on change de pays. Alors d'autres acteurs dans le rosé sont positionnés sur un marché de luxe. Ils expliquent que leurs clients peuvent se permettre de payer davantage, mais on voit donc qu'on va scruter très nettement les ventes désormais. Il y a une guerre commerciale qui s'ouvre avec les États-Unis, il faut le croire, Guillaume. Oui, une guerre commerciale qui a quand même été initiée par Trump, qui est très réticent à faire la guerre militaire. Parce que pour lui, c'est du bad business. Mais alors, par contre, quand il est dans le business, il est incroyablement belliqueux, alors que notre prospérité repose sur la facilité des échanges et pas sur les barrières qui sont établies. J'ai peur qu'à terme, pour les États-Unis comme pour l'Europe, ce soit très compliqué. Et en plus, ça pose la question de l'industrie de défense. Parce que la guerre commerciale va être intense. On voit bien l'effort de réarmement qui va être fait par les pays européens. Si effectivement, c'est pour acheter du matériel américain qui, en plus, peut être verrouillé à distance, c'est juste inacceptable. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas fournir en Europe si on ne regroupe pas les industries de défense comme on l'a fait remarquablement pour Airbus. Et c'est ça le modèle, c'est de faire des Airbus de la défense.
Quentin, on termine cette revue de presse avec un autre sujet. Le scandale Bétaram et l'évêque de Bayonne qui s'exprimait hier pour la première fois. Oui, une conférence de presse effectivement marquée par un moment où le fondateur d'une association de protection de l'enfance, Arnaud Gallet, s'est levé pour protester. Tout le monde savait, arrêtez de mentir, c'est la honte, arrêtez de nous dire que vous découvrez. Au cœur des critiques, il y a le profil de Monseigneur Hayet, l'évêque de Bayonne depuis 2008. Beaucoup de victimes lui reprochent sa discrétion dans l'affaire Bétaram qui fait donc toujours la une dans le sud-ouest. Et on termine avec un sujet qui préoccupe beaucoup en région. Comment se portent les bars et bistrots français? Voilà, que ce soit en Normandie ou en Loire-Atlantique, les bars sont à la peine. Ils ont été fragilisés par le Covid. De Paris-Normandie qui parle ainsi de ces bars qui ont remonté la pente. Dans Presse Océan, on parle d'une proposition de loi déjà votée par les députés qu'on attend au Sénat qui vise à faciliter l'ouverture des bars en milieu rural. Une loi qui vend du rêve, dit un patron de bar interrogé dans le journal. Donc l'idée de sortie de ce week-end, c'est pourquoi pas un moment de convivialité dans le bar PMU du coin, Ariane. Allez, on fait ça chez vous dans le Cher. Allez, c'est parti. Merci Quentin. Merci beaucoup Lou Fritel. Merci d'avoir été avec nous Guillaume. Le titre de votre livre, Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Merci beaucoup. Merci Guillaume Ancel et Lou Fritel d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end.